Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Pascal Stéphanie et on voulait traiter un sujet que Pascal connaît très bien parce que c'est son job et un sujet qui revient très souvent dans les questions que je reçois par mail ou que j'ai quand j'ai au téléphone des e-commerçants. Et cette question, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer une image de marque forte ? Et pourquoi j'ai demandé à Pascal de répondre à cette question ? Eh bien, tout simplement parce que Pascal, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière dans un mastermind et il m'a carrément bluffé. Il m'a carrément bluffé parce que quand on commence à discuter avec Pascal, on peut plus s'arrêter. Il est passionnant. Il est absolument passionnant sur tout ce qui est branding, tout ce qui est image de marque. C'est une encyclopédie et il accompagne ses clients pour créer une image de marque, pour mettre en place toute la stratégie qui va permettre de créer une image de marque forte. Et du coup, Pascal, c'était une évidence pour moi que c'est la meilleure personne pour répondre à cette question. Comment créer une image de marque forte ? Dans cet épisode aujourd'hui, tu vas découvrir plusieurs choses, notamment évidemment comment créer une image de marque forte, les étapes qui vont te permettre de créer une image de marque forte, dans quelle ordre tu vas suivre ces étapes et ce qu'elles vont te permettre de faire. Et non, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, créer une image de marque, ça ne commence pas par créer un logo. Tu verras qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant et qui sont extrêmement importante, sinon tu n'arriveras pas du tout à créer une image de marque forte. Ensuite, Pascal nous a partagé les 3 choses qui sont indispensables pour un logo. Si ton logo ne fait pas ça, eh bien ça ne sert à rien d'avoir un logo, c'est que ton logo il est raté tout simplement. Il va aussi nous partager les avantages d'avoir une image de marque forte et en plus il s'appuie sur des chiffres qui sont issus d'une étude qui a été faite, donc c'est très intéressant et très impressionnant en termes de chiffres. Et il va aussi te partager les différents types de créatifs que tu peux rencontrer lorsque tu veux travailler ton image de marque. Il va te dire très clairement lequel tu dois prendre pour créer ton image de marque. Et enfin, très rapidement, c'est une question que j'aime bien poser aux personnes qui sont invitées sur le podcast. Je lui ai demandé de nous partager 2 livres à lire autour de l'image de marque et pour avoir de l'inspiration et savoir un petit peu vers où on va. Et il nous partage ces 2 bouquins. Donc, sans plus tarder, je te laisse avec mon entretien avec Pascal Stéphanie. Bonjour Pascal, comment vas-tu ? Salut Olivier, bonjour tout le monde, je vais super bien, merci beaucoup. Écoute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que tu maîtrises extrêmement bien. On va parler d'image de marque, c'est une question qui revient assez souvent, que je vois passer dans les mails, que je vois passer dans les discussions que je peux avoir avec des e-commerçants. Et en gros, la question, si je la formule telle qu'elle m'est posée, c'est comment on va créer une image de marque forte ? Est-ce que c'est un sujet qui te chauffe ? Est-ce que c'est un sujet que tu as envie de parler ? Est-ce que c'est un sujet que tu penses sur lequel tu penses pouvoir aider les gens ? Je vais donner tout ce que je sais, ou en tout cas tout ce que je peux offrir de telle sorte à ce que tes clients et ton audience puissent avoir les bonnes étapes pour créer leur image de marque. C'est un processus assez long quand on le fait bien, et le but va être d'avoir les bonnes premières étapes et puis les bons premiers réflexes pour créer une image de marque forte. Partons sur cette idée-là pour ton podcast. Ok, super, c'est cool. Écoute, pour qu'on mette bien les choses à plat, que tout le monde parte sur la même longueur d'onde, est-ce que tu peux me dire, pour toi, c'est quoi une image de marque ? Yes. L'image de marque, c'est la partie visible de tout votre business aux yeux du monde et des consommateurs. Ou pas seulement, ça peut aussi être vos partenaires, ça peut être les investisseurs, tous les stakeholders en fait de votre entreprise. L'image de marque, c'est vraiment cette partie visible. J'ai l'habitude d'en parler un peu comme un iceberg. En fait, c'est super intéressant d'avoir toujours cette image en tête. Votre marque complète, c'est un iceberg. C'est-à-dire que vous avez 90% de cette partie qui est absolument invisible, qu'on appelle l'ADN de marque, la plateforme de marque, c'est son vrai terme, la plateforme de marque. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir créer la partie visible de cet iceberg qui, elle, sera visible par vos clients, par vos fournisseurs et tout ça, qui constitue votre logo, vos couleurs, vos messages, le ton de votre voix, tous ces éléments-là qui sont visibles et puis qu'on adore en tant que consommateur, parce que bien entendu, on adore acheter. Donc voilà, l'image de marque, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg.
Ok, alors j'aime beaucoup cette image de l'iceberg parce que ça fait tout de suite comprendre que finalement, ça fait comprendre deux choses à mon sens. Déjà le côté, je vais faire un logo vite fait comme ça chez 99 Design ou un truc comme ça, bon, ça va bien 5 minutes, mais ça va sans doute pas représenter ce qu'on veut faire vraiment au final avec notre boîte. Et aussi, cette image de l'iceberg, et du coup le terme plateforme de marque, ça montre bien que finalement tout ce qu'on voit c'est appuyé sur quelque chose de vraiment solide et de vraiment travaillé au départ, et que c'est pas une bouée qui flotte dans l'eau, c'est vraiment un iceberg avec quelque chose de solide en dessous en fait. Ouais, exactement. C'est toujours quand tu crées ton image ou ton design, tu vois, de ton site internet, de ton e-commerce ou de tes produits, peu importe, et puis que tu ne t'intéresses que à l'image, pars du principe qu'il y a 90% de tout ce que tu crées qui va finir invisible aux yeux des gens parce que en fait, parce que ça n'a pas de sens. Parce que c'est surtout ça, parce que c'est vide de sens. Et quand on travaille une marque, donc on va parler plus de l'image et je vais essayer de donner un maximum d'éléments sur l'image, mais j'aimerais vraiment que les gens puissent comprendre que c'est pas le step numéro 1, l'image. Le step numéro 1, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle sa stratégie de marque, sur sa plateforme, de savoir en fait qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on veut s'y prendre, quelle est la vision de l'entreprise qu'on va avoir, le ton de voix qu'on a envie de développer, le type de client qu'on a envie de servir. Quand on parle de la vision, par exemple, j'ai un exercice que je donne, que j'adore, qui est c'est quoi le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi de ce que tu fais. Et tu vois, nous, par exemple, on accompagne des entreprises et des leaders influents dans leur stratégie de marque principalement, et puis aussi dans leur image. J'avais à l'époque une agence qui faisait de la production, maintenant on a arrêté ça, mais on accompagne toujours, on a des partenaires qui font des designs pour nous. Mais le but d'influencer et puis le but de rendre ces influenceurs, ces experts plus sexy, c'est leur permettre d'avoir plus d'impact sur la société et de permettre en fait à plus de membres de la population de devenir responsables et conscients pour qu'ils s'améliorent, de telle sorte à ce que l'économie du pays fonctionne mieux et puis qu'on puisse avoir un monde plus stable. Donc, pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Tu vois, c'est un exercice comme ça. Mais ça, cet élément, ça transperce dans toutes les communications qu'on fait. Ça transperce dans tous les messages qu'on peut avoir. Ça transperce dans, tu vois, tous les copywriting qu'on pourrait faire. Il y a cette partie où on sera influencé par cet élément-là qui se trouve en fait sous l'eau chez nous, mais qui sera potentiellement visible ou en tout cas perceptible aux yeux des gens. Et vraiment, dans cette idée, quand on crée une image de marque, plus on sait s'appuyer en fait sur une clarté de qui nous sommes et de qu'est-ce que l'on veut représenter aux yeux du monde, plus l'image elle sera puissante et puis elle sera efficace. Et surtout, en fait, elle pourra apporter un putain de ROI, quoi, parce que c'est le but. Il y a une étude qui a été menée il y a 2 ou 3 années en arrière par InVision, qui est un concurrent de Adobe, ceux qui font Photoshop, Illustrator. InVision est leur concurrent. Ils ont fait une étude auprès de 2200 entreprises dans plus de 75 pays différents et plus de 220 marchés. Et ils se sont rendus compte que les entreprises qui avaient une image de marque extrêmement forte, tu vois, je veux dire des grosses boîtes, possédaient en moyenne les avantages suivants. Leur chiffre d'affaires était multiplié par 4 en moyenne. Leur coût de production multimédia était divisé par 5. C'est énorme. Ouais. Leur temps nécessaire pour pénétrer un nouveau marché est divisé par 6. Et la chose la plus intéressante, beaucoup, notamment dans le monde des startups, etc., la valorisation de leur entreprise, donc la valeur perçue par le monde extérieur, est multipliée en moyenne par 26. Ok. Et c'est là-dessus que je veux vraiment appuyer, c'est que faire une image de marque jolie, c'est cool, c'est chouette, ça flatte un peu l'ego. On se dit, ah tiens, j'ai une marque qui a de la gueule. Et puis on se dit, bon, bah du coup, j'ai l'air un peu professionnel. Mais s'il n'y a pas de sens et s'il n'y a pas de corps, en fait, derrière, bah c'est une coquille vide. C'est une jolie coquille vide, tu vois. Un peu l'œuf que tu peins à Pâques et tout, histoire de faire plaisir à ta nièce. Alors que quand tu travailles une marque en profondeur, et puis qu'ensuite de ça, tu peux avoir une image qui représente vraiment ce que tu veux communiquer, et puis que tu gagnes en cohérence,
parce que c'est la clé en fait, c'est d'avoir une entreprise qui soit cohérente autant dans ses actes que dans ce qu'elle pense, que ce qu'elle combat, que ce qu'elle montre. Et ben à ce moment-là, en fait, les clients vont percevoir une valeur plus grande de ce que tu vends. Donc, l'achat sera accéléré, tu peux vendre plus cher, tu peux vendre plus souvent et tu peux transformer des simples clients en fans inconditionnels qui vont avoir des comportements beaucoup plus émotionnels en fait envers toi. Ils vont commencer à défendre ton entreprise, ils vont commencer à te soutenir, ils vont commencer à porter tes produits dehors et puis devenir eux-mêmes en fait des panneaux publicitaires publics et nomades qui se déplacent dans la ville. Non mais quand tu portes un t-shirt Nike, t'es un panneau publicitaire. Ouais, bien sûr. C'est le jeu quoi. C'est le jeu. Alors, voilà, c'est super large, tu vois, dit comme ça, mais une belle image de marque, quand elle est bien faite, peut apporter une augmentation dans ces 4 piliers que je vous ai dit. Chiffre d'affaires, économie dans la production, pénétration dans le marché et valorisation, valeur perçue. Pour faire ça comme il faut, c'est bien joli d'avoir quelque chose de beau, de joli. Faut-il encore que ça ait du sens et du corps? Et c'est là, en fait, où la stratégie opère. Ok. Alors, pour les gens qui écoutent le podcast, ils ne le voient pas, mais moi, je prends des notes et j'ai déjà rempli une feuille complète avec la première réponse, avec la première réponse de Pascal. Donc, c'est cool parce que il va y avoir un nombre d'infos juste dingue. Alors, bon, t'as répondu à ma deuxième question que j'avais prévue, c'est à quoi ça sert finalement d'avoir une bonne image de marque, et tu l'as dit, donc clairement on va multiplier les chiffres d'affaires si on reste d'un point de vue ultra terre à terre. Il y a en termes de chiffres, on va multiplier les chiffres d'affaires, donc tu m'as dit par 4, on va accélérer la pénétration d'un marché par 6 si je dis pas de bêtises, et les coûts de production vont être divisés par 5. Donc chiffre d'affaires plus grand, coût de production plus faible, évidemment bénéfice supérieur. Ouais, d'accord. Et puis le chiffre que j'ai beaucoup aimé, c'est la valeur de l'entreprise qui va être 26 fois supérieure. Donc bon, bien sûr, ça va dépendre du marché, etc. La valeur, c'est sa valorisation. Donc c'est la perception de valeur par notamment les investisseurs, etc. Okay. Tu vois, c'est notamment dans le monde des startups, quand ils font des levées de fonds, avoir une marque qui est puissante leur permet notamment de lever des fonds plus facilement et puis d'avoir un levier auprès des investisseurs qui est plus grand. Donc là, c'est très spécifique, mais imagine des investisseurs qui ont l'habitude d'investir, qui sont généralement des requins, ou en tout cas, tu sais, qui ont l'œil, quoi, et puis qui se laissent pas avoir. Ils sont affectés par ça. Donc, imagine un consommateur lambda, c'est encore plus fort, quoi. Et puis, sans aller jusqu'à des investisseurs de start-up, etc. Mais tu es un e-commerce qui a une image de marque et qui a besoin d'aller voir sa banque pour ne serait-ce qu'avoir un prêt. La banque, elle aura beaucoup plus confiance en toi et elle saura même pas l'expliquer pourquoi, finalement. Mais c'est parce que c'est de la perception. Alors, il y a d'autres choses que tu as dit qui sont absolument géniales. Le côté le client qui finalement va devenir, j'avais la vision de l'homme sandwich dans la rue, tu vois, parce qu'en fait il devient fan. Et puis le fait que finalement il va être beaucoup plus émotionnel avec ses relations auprès de l'entreprise, c'est extrêmement important finalement. Alors on va pas forcément rentrer dans ce sujet-là qui va être très long aussi, mais comment on va convaincre un client, ça va être beaucoup plus par l'émotion que par le rationnel. Et du coup, en fait, à un moment donné, t'as plus besoin d'être autant convaincant d'un point de vue rationnel si y a tout cet émotionnel autour de ta marque quand tu veux vendre ton produit, en fait. Ouais, puis il y a une raison. J'en parlais il y a pas très très longtemps de ça, mais pourquoi on achète en fait, et sur un aspect purement psychologique. Et la raison, c'est que on achète pour confirmer une identité qu'on a à l'intérieur de nous. Enfin, pour confirmer une identité. C'est-à-dire que moi, Pascal, je pense être comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Je pense être trendy, je pense être nomade, je pense être plutôt cool, je pense être, tu vois, un peu geek, etc. Tous les éléments que je vais acheter viennent consciemment ou inconsciemment confirmer des identités, soit que je n'ai pas encore, mais que je veux avoir. Donc, genre, par exemple, je vais m'acheter une jolie voiture pour dire que j'ai réussi dans la life. Mais ça ne veut pas dire que j'ai vraiment réussi, mais tu vois, ça me donne une image. Ou alors, pour confirmer une image que j'ai déjà et qui me conforte, en fait, dans qui je crois être. Okay. Et donc, oui, automatiquement, avoir une jolie image de marque permet ce raccourci beaucoup plus simple. Parce que du coup, si tu fais ton travail comme il faut, toujours, et que tu sais, non pas
non pas seulement le besoin de ton client, non pas seulement son bénéfice qu'il va avoir à acheter, sont des choses mentales, mais en réalité de te dire, quand il achète, qui est-ce qu'il devient? Qui est-ce qu'il devient? Et ben à ce moment-là, en fait, tu peux créer un design qui va confirmer qui ton client veut devenir. Et ça rejoint ce que tu disais aussi sur les personnes que tu veux attirer. Typiquement, moi, je sais que dans mes coachings, dans mes formations, j'attire des e-commerçants qui sont pas là pour arnaquer leurs clients, tu vois. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que je transmets par mes publications, par ce que je fais, etc. Tu vois, il y a le respect du client est extrêmement important. Le respect de mon client est extrêmement important pour moi, mais j'attends que mes clients respectent les leurs. Et c'était amusant parce que ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que de la façon dont toi tu fais ton travail, quand tu disais ton pourquoi, etc. T'as dit un de mes pourquoi qui est de finalement, si moi je bosse bien, j'aide les entreprises à bien bosser, on sera tous dans un monde qui tourne mieux, qui est plus sain, qui est moins malade qu'aujourd'hui. Et on a du coup la même vision. C'est aussi pour ça que avec toi, Pascal, j'adore faire des interviews, j'adore discuter, etc. parce qu'on va dans le même sens. Et du coup, on s'attire en fait, on attire les gens. On attire les clients, on attire les partenaires et en fait on construit ce fameux iceberg en dessous en fait quand on fait ça. Complètement. Ça commence par vous, ça commence par le fait d'avoir de la clarté là-dessus. Vous pouvez faire ça tout seul ou vous faire accompagner. En vous faisant accompagner, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez un professionnel qui vient vous poser tout de suite les bonnes questions, même si elles sont longues à répondre. Au moins, il n'y a pas de perte de temps sur le fait de chercher les bonnes questions. Et quelque chose de très, très intéressant, c'est que les réponses sont déjà toutes à l'intérieur de votre entreprise. On n'est pas là pour aller chercher sur la Lune, tu vois, des trucs qui n'existent pas. Et puis que quand nous, on fait notre travail d'accompagnement avec nos clients, on vient chercher. Il y a un truc qu'on utilise beaucoup, c'est un système qu'on appelle le flocon. C'est quelle est la croyance qui fait toute la différence en fait dans l'entreprise. La seule croyance. Et c'est un travail de sabrage. Et toi, par exemple, là où tu te rapproches de plus en plus de ton flocon, c'est dans cette notion de transparence, d'équité, d'honnêteté dans les transactions. Et c'est quelque chose qui dit, en fait, si toutes les transactions du monde pouvaient être des transactions qui étaient honnêtes, où il y avait cette sensation d'honnêteté, le monde se porterait mieux, en fait. Donc, je le fais à mon niveau. Aujourd'hui, on est dans des e-commerçants à multiplier leurs ventes, à acquérir plus de trafic grâce au SEO. Mais en réalité, il y a aussi toute une démarche éthique, il y a tout un manifeste, il y a toute une intention derrière. Où tu dis, mais parce que j'ai envie que vous fassiez ça de manière honnête. Parce que le monde se portera mieux si on sait tous utiliser de la meilleure manière possible des outils honnêtes. Si toutes les relations humaines qu'on pouvait avoir entre nous pouvaient être honnêtes. Et là, tout d'un coup, tu te dis, en fait, je comprends pourquoi je vais acheter chez Olivier plutôt que chez quelqu'un d'autre. Ouais, et c'est clairement un travail que j'ai fait et c'est clairement écrit dans ma vision que je me suis noté et que je revois tous les 3 mois, etc. C'est la valeur la plus importante, c'est le respect et tout ce que tu dis, c'est dans ma vision en fait. C'est ça, c'est que clairement derrière, si je travaille de façon respectueuse avec mes clients, que mes clients me respectent aussi, qu'ils respectent leurs clients, on sera dans un endroit où je pourrais aller dans n'importe quel site e-commerce que je ne connais pas et acheter et ne pas me poser de questions. Et j'ai une image toute bête, ça parle peut-être qu'à moi, mais en fait, je me suis mis dans ma vision un monde où il y a toutes les vis dans le meuble. Et pourquoi je dis ça ? C'est tout simplement parce que j'en ai marre de recevoir un meuble de chez un magasin où tu achètes un luminaire et t'as pas les bonnes vis, où il n'y a pas toutes les vis parce qu'ils font des économies, parce que s'ils mettent 3 vis au lieu de 4, ils vont gagner une fortune, mais toi t'es emmerdé, faut que tu retrouves ta vis. Toi, c'est l'image que j'ai du truc. C'est en gros, on te vend un produit et parce qu'on s'en fout du client derrière, on va pas mettre les bonnes vis ou alors, tu vois, c'est ça en fait que j'ai comme vision. Alors c'est complètement terre à terre, mais c'est ce qui pour moi représente le plus le truc. C'est une vision, c'est perso, ce truc-là. Et du coup, je me suis mis un truc qui me parle pour m'en rappeler tous les jours en fait. C'est-à-dire que quand moi je vais faire un produit, je vais mettre toutes les vis dans le produit en fait. Et tu vas pas te retrouver avec un produit où il marcherait bien, mais mais t'as pas pensé à ça et que du coup il marche pas. Non, t'achètes le produit, il va marcher en fait. Ouais. Très bien.
Très très bien. Et tu vois, pour aller dans ce sens aussi, puis pour surfer sur cette vague de l'honnêteté, puis pour apporter une pierre à ton édifice, comment créer une image de marque qui est honnête? En fait, faire juste quelque chose de joli pour que ça soit un peu plus sexy, plus sexy, puis que ça vende plus, c'est pas si honnête que ça en fait, parce que ça manque de substance à l'intérieur. Alors que, et c'est possible, hein, tu me parlais des types de personnes qui t'écoutent dans ce podcast, et puis tu me donnais un peu le range de types d'e-commerçants qui sont là. Il se peut que vous fassiez déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires avec un produit que vous avez trouvé, une bonne opportunité, et puis vous vous dites, écoute, ça fonctionne, et puis c'est bien parce que je reste focalisé juste sur le produit, puis le bénéfice que ça apporte. Génial, parfait. Si par contre, vous posez la question sur cette idée de est-ce que j'aimerais faire une image de marque histoire que mes produits soient un tout petit peu plus sexy, que je puisse solidifier mon entreprise et puis faire en sorte que ça pérennise un tout petit peu plus sur les ventes parce que je suis incertain sur le futur ou en tout cas je sais pas trop comment ça va se décliner, mais j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit déjà plus beau, plus sexy. Si vous voulez faire ça de manière honnête, le mieux c'est vraiment de venir se poser sur tous ces éléments fondamentaux au départ. Et je sais que c'est chiant à entendre, et c'est pas la première fois que je le dis pendant le podcast, mais une bonne image, ça vient suite à une bonne stratégie puis une bonne ADN. Et de travailler, de clarifier cet ADN-là va rendre toutes les étapes, toutes les futures étapes de votre entreprise, autant stratégiques que opérationnelles, 3 fois plus faciles. Pourquoi? C'est ce que je m'étais noté, ouais. Pourquoi? Parce que en fait, à un moment donné, vous avez vos guides et puis il y a surtout des décisions qui ont été prises. Et il y a, tu parles de la valeur de respect, tu parles de la valeur d'honnêteté. Tu entends en tant qu'entrepreneur dans des masterminds, dans des conférences, des techniques, des tactiques marketing qui te sont proposées à gauche et à droite, qui sont toutes cool, qui sont efficaces. Mais toi, tu vas les passer par ton filtre de respect et puis de l'honnêteté. Puis tu vas dire, est-ce que tout d'un coup, c'est quelque chose où je me sens à l'aise d'utiliser? Est-ce que ça répond à ma valeur de respect? Est-ce que ça répond à ma valeur d'honnêteté? Si la réponse est non, écoute, chouette tactique, mais c'est pas pour moi. Pareil dans le choix d'un partenaire, etc. Même chose. Et ça revient sur ce que tu disais, c'est que finalement, quand tu as fait tout ce travail de définir ton ADN, définir ce que l'entreprise fait, ce que l'entreprise ne fait pas, pourquoi elle le fait, etc. Je m'étais noté 2 choses et du coup, ça correspond exactement à ce que tu dis. Tu parlais de cohérence. Donc du coup, si tu as des règles claires, tu es forcément cohérent si tu respectes tes règles. Et à côté de ça, c'est aussi beaucoup plus simple pour les personnes qui vont rejoindre ton équipe. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vu. À un moment donné, on peut mettre en place des consignes, des procédures, etc. Et c'est un super important, il faut le faire. Et je pourrais pas vivre, mon entreprise pourrait pas vivre sans mes procédures. Mais pour autant, il y a toujours un moment donné où la procédure, il manque quelque chose. Il y a toujours un moment donné où il y a quelque chose qui va pas. Et si on n'a pas ces garde-fous, en fait, qui représentent l'entreprise, c'est compliqué. Alors que, typiquement, tu vois, j'ai Elisa qui va répondre à énormément de personnes dans l'entreprise en termes de mails, etc., tu vois. Et je lui ai donné des consignes pour répondre au truc. Mais évidemment, je peux pas avoir prévu toutes les questions qu'on va lui poser. Et du coup, elle sait, en fait, en connaissant l'entreprise, en connaissant comment j'ai envie de travailler, et puis, évidemment, tout ce qu'on discute avec Elisa et moi au quotidien, elle sait, en fait, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, c'est quoi les règles à ne jamais franchir, et ça l'aide à répondre à toutes les questions, en fait. Si elle sait pas, évidemment, elle va venir me voir, mais la plupart, dans 99% des cas, ces réponses, elles sont bonnes, en fait. Tout simplement parce que elle a ses guidelines, et du coup, tout est cohérent, et tout est plus facile, en fait. Et donc, puis dans le pire des cas, même si elle se plante, en fait, l'intention qu'elle a eue derrière, elle peut l'expliquer, puis tout d'un coup, en fait, il y a pas mort d'homme, si ce n'est une petite amélioration, et puis un petit changement, j'imagine. C'est un truc extrêmement intéressant dont tu parles, et puis qui fait aussi partie de la création d'une marque, pas seulement d'une image, mais d'une marque, c'est la culture de l'entreprise, en fait. Et c'est autant tu as ton branding à l'extérieur, tu vois, et puis t'as ta marque et ton image de marque à l'extérieur qui est présentée, autant ces mêmes blocs, on va appeler ça comme ça, constituent la culture de ton entreprise à l'intérieur. Et sans culture d'entreprise, tu pètes, tu peux faire la plus belle image du monde, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on achète chez vous, on s'engage.
Quand on achète chez vous, on s'engage. Ou en tout cas, en tant que consommateur, quand j'achète quelque chose, je m'engage en fait à honorer un partenariat dans le fait d'acheter et d'utiliser ce produit. Peut-être même de le montrer en fait aux yeux du monde. On parle d'habits, on parle d'objets, etc. Mais du coup, si j'achète un produit où je sais que l'entreprise en fait elle est malveillante, est-ce que j'ai vraiment envie de porter ce produit et puis de montrer fièrement que je porte des habits. On parlait de Nike, tu vois, mais Nike avec leur scandale, avec les scandales sur l'esclavagisme, ce genre de choses, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est pas le débat, mais ces éléments-là d'image publique qui viennent ternir finalement une réputation, eh ben ça fait des dommages en fait pour les gens qui disent écoute, j'ai plus envie de me montrer. Moi, ma personne, j'ai plus envie de me montrer avec ce logo-là sur mes habits parce que je n'ai pas envie de véhiculer, tu vois, des valeurs qui sont négatives. C'est des valeurs qui ne collent pas avec moi. Donc, quand tu travailles cet élément-là, quand tu travailles tes valeurs, quand tu travailles, tu vois, ton pourquoi, ces éléments, non seulement tu aimerais pouvoir les communiquer subtilement dans les designs que tu fais, dans les produits que tu vas imaginer ou dans la façon dont tu vas les présenter, de telle sorte à ce que ça gagne de la cohérence. Mais pour revenir sur la notion de la culture d'entreprise, si tout d'un coup, 80% des membres de ton équipe ne sont pas alignés avec cette culture et avec cette marque que tu fais, tu vas droit dans le mur, en fait. Tu vas droit dans le mur. Parce que c'est la porte ouverte à toutes les incohérences et c'est mauvaise surprise sur mauvaise surprise. Il suffit que j'appelle une fois le support client, je me rends compte qu'on ait répondu mal, qu'ils savent pas, qu'il n'y a pas d'organisation, que c'est chaud quoi, c'est assez chaud. Et de créer une marque puissante, c'est l'un des meilleurs outils pour le recrutement aujourd'hui. Facebook par exemple, c'est renommé Meta. C'était pas pour nous, hein. C'est pas pour nous les consommateurs. Ce qui intéresse Meta, c'est d'avoir les plus gros talents de cette planète qui se disent waouh, la technologie qu'ils veulent mettre en place, etc., est extrêmement ambitieuse. Je veux aller bosser là-bas. Et en fait, créer une marque, ça se fait beaucoup aussi. Enfin, ça fait partie des éléments qu'on peut développer. Hein. Ça permet d'acquérir de meilleurs talents, de meilleurs employés. C'est un des bénéfices les plus cachés. Et aujourd'hui, tu pourrais te poser la question, mais quand est-ce que je dois commencer à considérer une marque, par exemple, ou à faire une marque? Et la réponse, elle est relativement simple, c'est quand il y a une croissance assez puissante dans ta boîte que tu n'avais pas calculée. Quand tu commences à avoir une bonne croissance, à la fin d'une année, par exemple, quand tu as reçu des résultats qui étaient vraiment intéressants. C'est un des meilleurs moments en fait pour développer ta marque. Et la marque fait partie des 3 piliers fondamentaux en fait pour la solidification d'une croissance. Il n'y a pas d'ordre, hein, mais le premier c'est tes process, ta structure d'entreprise, les employés que tu peux avoir. Tu vois, donc tu renforces le côté production, delivery, etc. Le deuxième, c'est les finances. C'est le fait d'avoir en fait un système comptable qui puisse assumer et puis qui puisse avoir les épaules nécessaires pour, tu vois, répondre à cette nouvelle croissance et à cette nouvelle réalité financière que tu vas vivre. Et la troisième, c'est ta marque, de telle sorte à ce que tu puisses avoir l'image de l'entreprise qui a grandi comme elle devrait, de telle sorte à ce que l'année prochaine, ça se confirme et que tu ne sois pas en fait avec un résultat positif de ton entreprise qui soit dû à la chance. Et ça, pour chaque grande étape, pour chaque grand niveau de croissance, tu peux retravailler là-dessus. Il y a une autre façon qui a été très, très souvent utilisée pour la marque. Ça, c'est un truc super intéressant. On est en train de préparer une vidéo là-dessus. Je sais pas si tu te souviens, oui, tu vas sans doute te souvenir, mais je crois que c'était fin d'année 2019, 2018, un truc comme ça et tout. Il y a un petit scandale avec une marque d'automobile allemande et tout, avec des trucs diesel trafiqués. Tu te souviens? Oui. Ouais, voilà. Au moment où il a sorti ça, je disais à ma chérie à l'époque, tu vas voir, dans 6 mois, ils ont changé de logo. Et ça n'a pas loupé, en fait. Ils ont revu leur marque et ils ont fait le nouveau logo Volkswagen, plus plat, plus propre, plus clean.
C'est aussi, en fait, pour dire, c'est bon, on a appris de nos erreurs, on a changé. Et tout. Ouais. On efface, on recommence, quoi. Exactement, Ouais. exactement. Chose super intéressante, toutes les marques automobiles françaises, en fait, désiraient ardemment changer de logo et puis commencer en fait à avoir d'avoir quelque chose de nouveau. Or, dans ces grandes entreprises, c'est peut-être pas le cas chez vous, mais comprenez un truc, les consommateurs, ils sont vraiment réfractaires au changement. Donc, en fait, quand on fait un changement de marque, il y a toujours une petite levée de bouclier au départ, en fait. Ou en tout cas, il y a une partie de la population et puis de votre clientèle qui va avoir une petite levée de bouclier. C'est normal, on change leurs habitudes. Et ils aiment pas ça. Mais chose super intéressante, le scandale Volkswagen et le rebranding Volkswagen a permis à Citroën, à BMW, à Peugeot, à Renault de tous partir genre les yeux bandés en disant c'est bon, Volkswagen il a ouvert la porte, on peut y aller sûr, on peut y aller, on peut faire notre nouveau logo sans trop de problèmes. Et tout le monde s'y est mis. Hein. Tout le monde s'y est mis et là en l'espace d'une année ils ont tous revu leur logo. Tu te dis mais tiens pourquoi ? Et en fait, parce que c'est la tendance. C'était la tendance. Il y avait besoin dans le marché. C'est un marché qui vit une transformation phénoménale, le monde de l'automobile. Et ils ont tous revu leur image. Et c'est drôle parce qu'en fait, ça leur a permis de se repositionner sur le marché. Peugeot est arrivé avec un logo beaucoup plus agressif, un peu plus sportif, etc. Et on sent qu'ils ont la volonté de développer un côté beaucoup plus racé, finalement, chez Peugeot. Et il y a de fortes chances que d'ici 3 à 4 ans, tu commences à avoir des véhicules qui montrent un tout petit peu plus de caractère, qui montrent, tu vois, alors qu'à l'époque, Peugeot avait quand même ce côté un peu voiture du peuple. Enfin, c'est pas autant, mais là, on va avoir quelque chose avec un peu plus de caractère. À l'inverse, tu prends Volkswagen, eux, ils vont faire profil bas, mais méchant. Et puis, du coup, ça va être les voitures du peuple, fonctionnelles. Tu vois, ils vont se remettre sur des choses où on va se dire, non, bon, faut qu'on montre pas de blanche là pendant au moins 5 à 10 ans. Donc, on va faire des voitures fiables, reliables, machin. Ils vont faire un énorme effort, en fait, sur le service client à partir d'aujourd'hui. C'est évident. Puis à côté de ça, tu as Renault qui dit ouais, l'électrique, c'est trop bien, etc. Et puis qui essaye de se mettre un peu comme la marque tendance. Ils l'ont déjà fait et puis ils ont ça dans leur ADN. Hein. Ils ont toujours eu des carrosseries un peu particulières dans le monde de l'automobile. Tu vois, tu prends la Renault Mégane, l'Espace, etc. Ce sont des modèles qui ont quand même des formes particulières. Et ils disent bon, bah maintenant on se met à l'électrique et tout. Donc ils vont être la marque un tout petit peu, toujours en gardant cette tendance de on est la marque française la plus créative un peu du lot. Et c'est une façon de se repositionner aussi, de créer son image de marque. C'est la bonne opportunité. C'est la bonne opportunité. Ok. Enfin, voilà, ça va dans tous les sens, je suis désolé. Non, mais c'est passionnant et c'est juste qu'il va falloir qu'on arrive à faire un podcast qui dure pas 2 jours, parce que pour avoir fait des masterminds avec toi, on peut discuter pendant 2 jours sans s'arrêter, donc qu'on fasse attention à ça. Mais donc pour le coup, moi, ce que je me suis noté et qui est super intéressant, c'est que bon, bah clairement pour le recrutement, avoir une image de marque, c'est puissant. Tu citais Meta. Facebook a une image de marque un peu vieillotte et Meta, c'est le nouveau truc qui sort et qui veut faire des trucs de dingue avec des technologies de dingue et qui voit 25 années dans le futur. Donc ils vont attirer des gens ultra motivés, des gens qui vont se coucher à pas d'heure à la bonne époque de Facebook quand il s'est lancé, tu vois. Ils vont bosser jour et nuit. En fait, je pense qu'ils veulent relancer ce truc-là, mais ils peuvent pas le faire avec une image comme Facebook qui est une image vieillissante. D'où le nom Meta qu'ils ont pris en fait. Et ce que tu expliquais aussi qui est intéressant, c'est que quand est-ce que tu fais ton image de marque, tu peux la faire quand t'as finalement entre guillemets fait des conneries et que t'as besoin de un peu on va faire un coup d'éponge sur le tableau et puis on repart à zéro, ou quand la boîte ça commence vraiment à avancer et puis que il faut pérenniser les choses et solidifier l'entreprise. On en revient encore à cette idée d'iceberg. Moi, pour reprendre un peu ce qu'on a dit et résumer un petit peu ce qu'on a dit jusque là. Yes. Finalement, l'image de marque, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc c'est ce qui va être visible par le public, mais ça peut pas exister si c'est pas soutenu par une bonne ADN, une bonne culture d'entreprise en dessous qui va représenter le bas de l'iceberg. Et quand tu as été capable de créer ça, cette fameuse ADN qui supporte l'image de marque et une bonne image de marque, on a vu, tu nous as cité des chiffres, ça va augmenter ton chiffre d'affaires, réduire tes coûts de production, et puis augmenter la valeur de ton entreprise, la valeur perçue de ton entreprise. Est-ce que ce résumé-là, ça te paraît cohérent par rapport à ce qu'on a dit jusque-là ? C'est absolument cohérent. Ok, super. Donc, j'ai bien compris, c'est cool. Du coup,
finalement, donc la première étape, moi, ce que je voulais te demander aussi, c'était c'est quoi les étapes finalement pour créer son image de marque. La première étape, j'ai bien compris, c'est construire le bas de l'iceberg, l'ADN, la culture. Donc se poser des questions, c'est beaucoup du questionnement. Le pourquoi on fait les choses. Une fois qu'on a fait ça, on a une idée. Alors c'est un travail qui, tu me corrigeras, mais à mon sens n'est jamais terminé de se poser les questions du pourquoi. Moi je sais, je me les pose toujours, et c'est pour ça que je revois ma vision tous les 3 mois, voir si je suis toujours dans cette direction, exact, etc. Exact, ça doit bouger et puis ça doit évoluer avec le temps. Ouais. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a quelque chose d'à peu près propre, et on peut commencer à se dire, ok, j'ai mon ADN de marque, j'ai une idée à peu près propre de ce que je veux. Ok, c'est quoi les étapes d'après? Il y a généralement on fait appel à des créatifs à ce moment-là. Et les créatifs, qu'on le veuille ou non, ils ont un langage particulier. Il y a une partie de langage qui est ultra importante pour eux, et puis surtout ils ont une perception, si tu veux, des mots qu'on va leur donner qui est un peu différente. Il y a des niveaux différents aussi. La première des choses, en fait, c'est de s'assurer du niveau du créatif avec lequel on veut travailler. Vous pouvez avoir des designers juniors qui vous coûtent pas très très cher, mais qui en fait, en gros, sont des gens qui ont appris Photoshop à votre place et puis qui savent utiliser Photoshop et Illustrator à votre place. Ce sont des excellents exécutants. Par contre, ils vont attendre de vous d'être extrêmement clairs. Puis surtout, ils auront aucune perception que les autres niveaux on peut avoir. Je vais assez vite, mais juste au-dessus, tu as le designer senior qui va comprendre en fait le fonctionnement du design, puis surtout son aspect, on va dire, technique. On parle maintenant de versatilité d'un logo, on parle de où est-ce que le logo il va être appliqué, où est-ce que l'image elle va être appliquée, puis qui va être capable d'utiliser le design au profit des applications. Tu as ensuite de ça le directeur artistique qui est le 3e niveau, qui lui va être capable de comprendre quelles sont les émotions que j'ai envie de transmettre et du coup de transformer ça en design. Et tu as le dernier rôle au niveau créatif qu'on appelle le directeur de création, qui lui a cette capacité de comprendre les insights monétaires, financiers, marketing d'une entreprise, et qui a en fait une couche qui met, tu vois, la couche technique, émotionnelle au profit du business. Ça reste un créatif. Ok. Donc voilà, voilà déjà dans cette notion de pourquoi est-ce que certains designers ou certains graphistes, comme on peut les appeler, coûtent plus cher que d'autres. C'est parce qu'en fait, ils ont des perceptions et puis surtout, ils savent prendre en compte dans leur travail des couches différentes dans votre business. Prenez celui qui vous convient ou celui qui va par rapport à votre budget, mais en fonction, là maintenant, vous êtes averti, quoi. Mais du coup, tu as plus ou moins de vigilance à avoir quand tu travailles avec la personne selon son niveau. Si je prends le premier, la personne qui, comme tu t'expliquais, sait utiliser Photoshop, maîtrise Photoshop, mais c'est tout, tu as intérêt d'être extrêmement vigilant sur ce qui va sortir. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux vraiment, etc. J'irai même plus loin, en fait. Il n'y a que à partir du directeur artistique qu'on peut avoir un bon logo. Okay. Si je prends l'idée d'un logo pour point de référence pour des patrons d'entreprises qui possèdent un e-commerce, il n'y a que à partir du directeur artistique que l'on peut s'attendre à avoir un logo qui a du sens. Okay. Avant en fait, c'est juste tu mouilles ton doigt et puis tu le mets comme ça en l'air pour regarder où est-ce que le vent il va, tu vois. Puis peut-être que ce sera joli, peut-être que ça va te plaire, peut-être que le logo il va respecter certaines bonnes pratiques. Mais sans plus, tu vois. Donc déjà rien que là-dessus, allez au moins chercher quelqu'un qui se dit directeur artistique, ou en tout cas qui possède un titre de directeur artistique. Regardez, il y a un truc, il y a un exercice que j'ai envie d'offrir là à ton audience, que j'adore faire avec mes clients quand on va faire une marque avec eux. C'est un exercice qui se dit « Et si ma marque était ?» Ok. Et l'exercice, c'est de dire « Et si ma marque était un véhicule, quel véhicule ce serait ?» Par exemple, chez nous, si Marquer le Futur était un véhicule, ce serait une Harley Davidson, parce que c'est complètement customisable, parce que ça fait du bruit, parce que c'est un peu sale gosse, comme ça, sur les côtés. Et puis, ça donne la liberté et l'indépendance, en fait, à qui la conduit. Et il y a ce sentiment chez Harley Davidson où, en fait, tu te sens affranchi des codes quand tu roules sur une Harley Davidson. Tu vois, c'est toi le badass de la route. Et on veut donner cette sensation-là à nos clients.
Et tu fais cet exercice-là où tu dis, si ma marque était un fruit, si ma marque était une ville, si ma marque était un habit, si ma marque était un sport, si ma marque était un monument historique, un pays, tu vois. Puis tu fais comme ça ce qu'on appelle en fait moi j'appelle ça des connaissances transversales, ou en tout cas c'est des informations transversales. C'est-à-dire que tout d'un coup, la transversalité d'une information me permet de dire, si j'étais une moto, je serais Harley Davidson. Tu as, toi, dans ton esprit, tout de suite ce côté bad boy, Harley Davidson, biker qui vient et puis qui dit, OK, ben je peux voir un peu la différence qu'il peut y avoir entre ton agence et puis une autre agence concurrente. Okay. Donc, fondamentalement, en tant que consommateur, je vais pouvoir voir la différence entre votre e-commerce et puis l'e-commerce d'un autre. Mais surtout, c'est un excellent exercice à faire pour avoir un très bon brief avec le directeur artistique, parce que ça peut lui donner, si vous n'avez pas travaillé sur les valeurs, etc., mais ça peut lui donner en fait des débuts d'endroits où il peut aller rechercher des codes, des styles visuels, etc., qui vont faire sens pour vous. Une des erreurs en fait à ne jamais commettre, c'est d'arriver vers votre client et puis dire, enfin vers votre designer et puis dire, je veux un logo comme celui d'Apple. Ce qu'on a tous les jours, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as partagé, parce qu'en plus, alors évidemment, l'exercice, si ma marque était, faut pas le faire sur un seul truc. Tu fais que sur un véhicule, ça va pas apporter grand chose, ça va apporter quelques informations, mais pas assez, je pense. En effet, c'est intéressant de le faire sur plein d'autres choses pour que, à un moment donné, on voit que, ok, pourquoi Harley Davidson, pour le côté bad boys, etc. Mais si je prends, je sais pas, le sport, c'est là que tu vas avoir des similitudes entre le sport et la Harley Davidson, et certains points de la Harley Davidson qui se retrouvent dans aucun autre élément. Et donc, ce point-là, il faut pas le prendre en compte, a priori, pour la marque. Non, détrompe-toi, en fait. On vient chercher ces petits détails. Parce que c'est ça qui nous permet... Alors, c'est là où nous, designers, en fait, on s'amuse. C'est que tout d'un coup, on va pouvoir dire, imaginons que tu sois une entreprise qui soit plus dans le dépassement. Imagine que tu sois Nike, mais que tu doives avoir un tout petit côté bad boy. Parce qu'il est montré dans Harley Davidson, et puis c'est le seul endroit où Harley Davidson vient en fait évoquer ce côté-là. Pour un designer, pour un créatif, c'est de l'or en barre cette information. Parce que du coup, il se dit, OK, on peut partir majoritairement sur des codes graphiques qui montrent le dépassement de soi, mais on peut apporter quelques détails ou un détail qui fait toute la différence et puis qui montre qu'on est bad boy. Ok. Ça va être le sel que tu mets sur le truc à la fin, quoi. Exactement. C'est le petit piment et tout qui fait toute la différence. Il y a une question que vous pouvez vous poser aussi si ma marque était. Et puis j'aimerais te la poser à toi juste pour voir un tout petit peu où est-ce que c'est. Si tu n'as pas la réponse, on passe. Mais je sais pas, on verra. Et si tout d'un coup ta marque c'était un péché mignon, tu sais, un petit péché, tu vois, un guilty pleasure comme ils disent en anglais. Ah ouais, pas évident. Qu'est-ce que ce serait si c'était un péché mignon? Je sais pas, j'aime bien les... Alors c'est un péché mignon à moi, mais du coup, en même temps, ça paraît logique que j'aille chercher ça. Moi, j'adore les Daily Shock, et je pense que ce serait un Daily Shock, parce qu'en fait, le truc, je trouve ça joli, je trouve qu'il est joli le truc, et c'est... Ouais, il y a ce côté, tu sais, c'est le chocolat, il est un peu pétillant, en fait, dans le Daily Shock, tu vois. Il est un peu pétillant. Donc, en fait, c'est le côté... c'est un biscuit au chocolat classique, en fait, on va dire, qui est plutôt bien joli. Mais quand tu le croques, en fait, il y a un petit truc en plus qu'il n'y a pas ailleurs. Et j'aime bien ce côté-là, en fait. J'aime bien ce côté... est-ce que mon entreprise, c'est ça? Oui, je pense aussi que c'est ça, mon entreprise, parce que je fais du référencement naturel comme plein d'entreprises, enfin je forme au référencement naturel comme plein d'entreprises, mais il y a des trucs qui sont différents et qui fait que tu vas pas les retrouver ailleurs. Moi j'ai pas envie de faire du référencement naturel comme les autres, en fait, tu vois, ce qu'on disait avec le respect, etc. Et du coup, ouais, ça pourrait être ça qui représenterait si je devais prendre un truc. Alors après, tu m'as pris un peu de cours, hein. Peut-être j'y réfléchisse plus. Oui, mais écoute, j'adore la réponse que tu m'as donnée, c'est absolument parfait. Et puis alors, si vous nous écoutez, je serais très très curieux que vous puissiez dire en fait à Olivier si tout d'un coup ça fait sens dans l'expérience que vous avez vécue au travers de ce que Olivier a offert en fait, ou vous offre, et de dire oui, en fait il y a ce côté où tout d'un coup il y a une petite surprise en fait qui peut nous attendre de temps en temps quand on consomme chez toi. Il y a une surprise où il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver puis qui est agréable.
Et en plus de ça, on est dans un endroit où on se fait où on se fait plaisir, tu vois. On est dans un endroit positif, mais en plus de ça, il y a la petite surprise en plus. Ça, c'est cool. Parce que du coup, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, autant dans la culture, etc. Tu pourrais très bien dire comment est-ce que moi, dans le département marketing de Olivier Clémence, tu vois, je peux apporter ce petit pétillant un peu plus dans les emails que j'envoie. Comment est-ce que je peux apporter le petit pétillant de plus dans, tu vois, le cadeau qu'on aimerait offrir, etc. Ou dans les formations qu'on aimerait faire. Et tout d'un coup, tu vois, tu dis, tout le monde peut s'amuser avec cette information-là qui est transversale et qui nous permettrait d'améliorer l'entreprise dans sa culture, dans sa cohérence, dans son image, etc. Donc là, partez du principe que vous avez là comme ça plusieurs éléments. Je peux que vous inviter en fait à faire des dossiers où vous allez déjà rechercher. Là, je vous explique les étapes que nous on utilisait à l'époque quand on avait la production et puis qu'un bon directeur artistique devrait faire. La première étape, c'est la partie recherche où vous allez rechercher des images, des polices d'écriture, des codes, des choses visuelles qui encapsule finalement ce que votre marque pourrait être, si elle était un véhicule, etc. Donc là, vous allez commencer à avoir une sorte de langage visuel qui va commencer à se dessiner un peu. Il sera sûrement très varié, mais par contre, vous pourrez commencer à tirer un peu des liens, puis dire, ah bah tiens, j'aime bien le côté urbain de telle et telle chose, et ce côté très doux et très organique qu'on peut avoir dans telle et telle autre image. Là où ça devient super intéressant, c'est qu'en phase numéro 2, une fois que vous avez ces planches-là, enfin, une fois que vous avez cette zone de recherche, nous proposons à nos clients, ou on proposait à nos clients, d'avoir des planches d'univers. Et puis là, nous, on crée 3 planches d'univers en fonction de choses très, très précises dans l'entreprise, notamment dans les croyances ou dans les valeurs, ce genre d'éléments. Et on définissait 3 designs avec des histoires, ou en tout cas avec un positionnement, un story ou une façon de le présenter qui représentait l'entreprise. On a notamment fait, on a refait la marque d'un formateur en PNL en France, assez connu, qui et le logo est extrêmement simple, c'est un carré dans un carré, tu vois, un peu stylisé, puis le carré intérieur et le carré extérieur peuvent être de couleurs différentes. Et cette personne, on est parti avec un concept où tout d'un coup, j'ai dit, ce que j'ai dit à mon directeur artistique, je lui ai dit, écoute, je veux une marque, je veux un logo qui soit tellement simple qu'on le reconnaisse en fait du premier coup d'œil, et puis qu'il n'y ait pas de doute, mais surtout un logo qui puisse accueillir 30 couleurs différentes dans la marque. J'aimerais une marque avec 30 couleurs. Pourquoi? Parce que je dis, j'aimerais avoir en fait un logo qui puisse avoir 900 combinaisons de couleurs minimum. Ok, c'est pas commun. L'idée derrière, c'est que notre client, quand on a fait l'ADN de sa marque, il nous a dit, il y a 2 règles d'or en fait quand je fais des formations. C'est règle numéro 1, tu es la personne la plus importante de la salle. Et règle numéro 2, tu respectes la différence. Et du coup, d'avoir un logo qui est symboliquement une représentation extrêmement schématique d'un humain, avec un corps intérieur, un corps extérieur, fait que chaque humain vient avec sa propre couleur, et puis on peut respecter la couleur des autres. Ok. C'est quelque chose qui n'est jamais expliqué en fait par mon client auprès de ses clients à lui. Mais par contre, ça se perçoit en fait, cette notion où le logo change de couleur, on accepte le logo malgré sa couleur. Une personne vient avec une couleur différente de la nôtre, on l'accepte comme elle est. Et nous, en venant avec une couleur particulière, on est le bienvenu. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui se perçoit. Alors, pour certains, ça peut être de la branlette intellectuelle, et puis ils se disent, bon, écoute, c'est beaucoup trop perché pour moi. Soit, c'est OK, quoi. C'est OK. À un certain niveau, ce sont des outils très subtils, mais qui permettent d'influencer vraiment puissamment toutes les interactions qu'on peut avoir avec ses propres clients et puis avec ses partenaires. Et aujourd'hui, je me souviens encore, la directrice marketing, quand elle a vu ce logo, elle a dit, mais il est dégueulasse ce truc et tout, je le comprends pas, j'aurais pu faire la même chose sur Paint. Et puis je dis, mais c'est exactement le but en fait, parce que les trois raisons d'exister d'un logo sont les suivantes. Si vous voulez prendre des notes, c'est maintenant. Votre logo, il doit pas expliquer ce que vous faites. Votre logo,
il y a une phrase d'un de mes héros qui s'appelle Sagi Haviv, qui est un designer mais ultra connu, qui a fait des logos que vous connaissez de partout dans le monde. Sagi Haviv dit que votre logo, ce n'est pas la phrase qui explique ce que vous faites, c'est le point final de la phrase qui explique ce que vous faites. Ok. Et derrière ça, on vient enlever un tout petit peu de responsabilité au logo dans le fait d'expliquer une histoire ou d'expliquer ce qu'on fait, ce qui est quelque chose c'est une erreur qu'on fait très très souvent en tant que jeune entrepreneur ou quand on se lance dans le design. Votre logo, il doit avoir le but de vous identifier, de vous différencier et de vous mémoriser. Donc plus votre logo il est simple, plus il est mémorisable. Ok. Et enfin voilà, c'était la tangente pour le côté. Je reviens sur les planches d'univers. Donc, en fonction des histoires que vous savez raconter par rapport à votre entreprise et puis des choses importantes que vous avez trouvées dans votre ADN, vous captez 3 histoires qui tout d'un coup vous inspirent en voyant les images. Puis vous faites une collection, vous commencez à sélectionner une série d'images, de couleurs, de polices, des caractères qui évoquent les histoires ou les 3 histoires que vous aimeriez avoir. Et là, comme ça vous commence déjà à vous donner ce qu'on appelle une planche d'univers. Si vous arrivez déjà à ce stade-là, bravo. Bravo, c'est absolument génial. Je ne peux que vous recommander à ce moment-là de quand même faire appel à un professionnel de telle sorte à terminer le travail, à pouvoir travailler sur un logo qui tienne dans les bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, les 3 bonnes pratiques d'un logo sont les suivantes. Votre logo doit être simple. Il doit être ce qu'on appelle versatile. Et la versatilité d'un logo, c'est est-ce que mon logo passe bien quand il est en noir et blanc? Est-ce qu'il passe bien quand il est tout petit, quand il est tout grand, quand il est appliqué sur du papier, quand il est appliqué sur le site internet? Est-ce qu'il est appliqué quand il est appliqué dans la couleur, etc. C'est ce qu'on appelle la versatilité, s'assurer qu'il puisse s'appliquer partout. Et en dernier, il doit être le plus intemporel possible. Ok. Et là-dessus, il n'y a rien à faire, quoi. Je veux dire, mélanger des carrés, des ronds, des triangles et puis des lignes pour avoir quelque chose de distinct et puis qui a de la gueule et puis qui évoque quelque chose, c'est un métier, quoi. C'est... Ok. Alors, si je reprends un petit peu ce que tu nous as dit, je vais essayer de remettre tout dans l'ordre, Ouais. Dans l'ordre que moi je l'ai compris. Déjà, tu parlais de se poser la question si ma marque était. Je pense que ça, on peut le remettre dans la partie définir son ADN au départ. C'est l'une des dernières parties de cette partie ADN qui permet de faire le lien avec tout ce que vous avez fait avant et puis qui permet de lancer ce côté un peu plus image. Parce que ça vient appeler là d'autres images et puis à de l'inconscient collectif. Donc c'est là où on fait un peu le pas. Donc oui, la première c'est ça. Ensuite le deuxième c'est moi, je me suis noté faire des recherches et des dossiers, des dossiers avec recherche, images, visuels, police d'écriture, tout ce qui va représenter un petit peu justement la réponse aux questions si ma marque était. Exact. Ok. Et après, je me suis noté créer les planches d'univers. Donc en gros, c'est créer 3 histoires qui nous inspirent à partir de tout ce qu'on a récupéré dans nos dossiers, dans notre recherche qu'on a fait. Exact. Pour justement avoir visuellement la représentation que nous, on se fait de notre marque actuellement. Exact. Et une fois qu'on a tout ça, on a déjà bien bossé. Ouais, là, on peut aller voir un créatif. Oui, voilà. Si vous voulez faire de la partie en DIY, si vous voulez faire une grosse partie DIY, oui, ça, vous pourriez essayer de faire tout. Vous pouvez. Je le dis essayer parce que c'est un travail de directeur artistique et il y en a qui ont fait des études en fait pour ça, qui ont développé leur vocabulaire, leur sensibilité à l'image et tout. Mais c'est un excellent exercice de le faire aussi pour vous, parce que ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça m'évoque quand je choisis telle et telle image, quand je vois telle et telle écriture. Notamment, on parle souvent, des écritures, les textes que l'on utilise, en fait. Le texte, c'est l'habit d'une lettre. Ok. Enfin, la police d'écriture, tu vois, la fonte, c'est l'habit que porte une lettre.
Ok. Et donc, tu as des habits qui sont plus élégants, il y a des habits qui sont un tout petit peu plus rock, qui sont un tout petit peu plus audacieux, etc. Et en fait, la lettre A, tu peux l'écrire avec, tu vois, en Times New Roman, qui est une écriture avec des sérifs, etc., qui est élégante, qui est lisible, ou tu peux l'écrire avec une police comme la Poppins, qui fait partie de la suite Google, qui est beaucoup plus ronde, qui est beaucoup plus amicale, qui est beaucoup plus friendly, etc. Puis en fait, la police d'écriture que tu vas utiliser va définir entre les lignes la personnalité que ta marque veut montrer au monde. Et tu vois, l'attitude que tu as, etc. Ça se fait graphiquement avec la police d'écriture que tu choisis. Donc, tu vois, c'est des choses qui s'apprennent, qui se découvrent avec le temps, avec un peu d'expérience. Mais vous pouvez essayer de regarder les polices d'écriture qui sont utilisées par certaines entreprises et puis voir comment est-ce que tout d'un coup, au-delà de la fonction de la lettre, quelle est l'émotion que vous ressentez en lisant cette police comme ça. Voilà, c'est plein de choses. Ce qui se passe, donc là, vous faites votre planche. Théoriquement, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez vos 3 planches, il y a un dialogue qui se fait en disant qu'est-ce qu'on aime sur chacune des planches. Est-ce qu'il y a une planche qui ressort vraiment par-dessus l'autre ou pas? Il y a une planche définitive qui est présentée avec, à ce moment-là, des choses soit mieux sélectionnées, soit même créées pour l'occasion, de telle sorte à dire oui, ça, c'est vraiment l'univers dans lequel nous voulons nous diriger. Et ensuite, développer le logo, la charte graphique avec toutes les règles et puis toutes les règles de bon usage qui peuvent être faites. Et un bon designer vous fournira tous les fichiers nécessaires pour acter et puis opérer dans votre business de la manière la plus fluide possible. Attention à un élément, le fait de recevoir les fichiers sources du designer se négocie. Oui. C'est quelque chose qui surprend la première fois, mais en effet. Ce n'est pas dû en fait à la base. Il se peut que vous payiez des frais supplémentaires pour obtenir en fait les fichiers sources, ce qui est absolument normal en fait. Quand on parle des fichiers sources, pour expliquer, c'est le designer peut envoyer le logo au format JPEG ou au format, différents formats prêt à l'utilisation. Voilà, qu'on va pouvoir mettre sur un papier à lettres, qu'on va pouvoir mettre sur un site internet, etc. Tout ça, ça a été vu avant, mais la plupart du temps, si on fait une charte graphique complète, on aura les différents éléments pour le papier, pour l'impression, pour le web, etc. Par contre, en effet, si on simplifie, mais le fichier Photoshop ou le fichier Illustrator qu'on est capable de modifier si on veut faire des modifications sur le logo par nous-mêmes après, c'est pas dû au départ par le designer, faut se mettre d'accord avant au départ. Alors, donc, juste pour en revenir sur les étapes, donc on a vu l'ADN, on a le dossier de recherche, créer les planches, le directeur... La planche définitive, puis ouais. Après on arrive logo, charte graphique et puis la totale. Donc tout ça, clairement derrière, bon, c'est pas un e-commerçant de le faire. Les premières étapes, ça peut être intéressant qu'il le fasse, mais en fait, trouver le directeur de création, soit on le fait avant pour qu'il nous accompagne sur toutes les étapes qu'on a dit là, exact. Soit on le prend après en sachant que évidemment le travail sera plus long, plus compliqué parce qu'on n'a pas quelqu'un pour nous accompagner et nous poser les bonnes questions. Mais dans tous les cas, c'est une introspection qu'il faut faire, soit accompagner, soit la faire tout seul. Et après, il y a tout le travail qu'on disait, créer le logo, etc. Avec, je vais reciter rapidement ce que tu nous as dit sur le logo parce que c'est super intéressant et très entre guillemets palpable, je sais pas quel mot dire, ouais. Mais qu'un logo c'est pas fait pour expliquer ce qu'on fait, c'est fait pour nous identifier, nous différencier, nous mémoriser, et ça doit être simple, versatile, donc c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur différents supports et intemporel. Donc ça, je pense que c'est important. S'il y a qu'une chose peut-être à repartir aujourd'hui, en tout cas moi je trouve que c'est une chose qui est super importante à noter. Si vous faites faire un logo, vous devez avoir ça à la fin. Votre logo, il doit avoir ces avantages-là à la fin. Est-ce que tu aurais une action concrète? Moi, j'en ai une en tête, mais je voudrais te poser la question quand même. Est-ce que tu aurais une action concrète qu'on peut demander aux auditeurs du podcast aujourd'hui de faire pour avancer en fait sur ce travail d'image de marque en fait? Vraiment, il y a cette. J'ai toujours envie de revenir en fait en bas de l'iceberg parce que ça sert à rien. Comme j'ai dit quoi, je peux donner un truc activable pour votre marque, mais pour votre image, mais si le fond en fait n'est pas travaillé ou n'a pas besoin d'être travaillé, c'est pas extrêmement utile.
Commencez par vous poser... la chose la plus importante, c'est la vision, en fait. Parce que quand on travaille une marque, la différence entre le branding et puis le marketing, je pense que ça, c'est assez intéressant aussi à voir, c'est que le marketing sont des opérations à très court terme avec un feedback loop, avec une boucle de feedback qui est relativement courte. Vous faites une opération, une campagne, vous avez des résultats, puis vous regardez en fait qu'est-ce que vous pouvez adapter. La création d'une marque, on est vraiment sur une notion du long terme. C'est-à-dire que le ROI d'une marque se calcule entre 1 et 3 ans pour les très petites entreprises. Et puis quand on va avec des très grandes, des fois, c'est des ROI qui sont calculés sur 5 à 10, 15 ans. Et où on voit l'évolution d'une entreprise dans ce laps de temps-là qui est beaucoup plus long. Avant de se lancer dans le projet d'une image de marque, posez-vous la question, en fait, jusqu'où vous voyez. Et puis, pourquoi est-ce que vous voudriez avoir une image de marque? Est-ce que vous vous voyez dans 10 ans avec un futur qui est beaucoup plus grand, avec une entreprise beaucoup plus solide, avec quelque chose de vraiment plus puissant? Ou est-ce que vous vous dites, j'aimerais faire une marque pour juste augmenter mes ventes? Et si c'est le cas de juste augmenter mes ventes, continuez à faire du marketing, en fait. Sinon, voilà, si tout d'un coup, vous commencez à avoir une ambition qui est temporellement plus engageante, à ce moment-là, oui, c'est vraiment la première question à se poser. Ok. Aussi anticlimactique que ça puisse paraître, quoi. Après, clairement, comme je disais, hein, la vision, c'est un truc moi qui m'a beaucoup aidé de travailler la vision. Encore pour tout ce qu'on a dit avant, je ne vais pas répéter, mais sur la clarté quand tu fais les choses derrière. C'est un travail que au-delà de, même si j'ai envie de créer une image de marque, je pense que travailler sa vision, réfléchir à sa vision, ce sera toujours bénéfique pour l'entreprise. Même si derrière, il n'y a pas d'image de marque qui est créée, ne serait-ce que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 mois, dans 3 ans. Mais travailler sa vision, c'est super intéressant. Moi, j'avais un petit truc, mais c'est juste pour le fun, en fait, comme action que j'aimerais proposer aux auditeurs, c'est de mettre dans les commentaires un petit peu si... de répondre à cette question, si ma marque était un véhicule, un fruit, un sport, oui, j'avoue. Je pense que ce serait très drôle de voir les commentaires. Ça me ferait, je pense que on pourrait avoir des trucs très marrants, des trucs où on se ferait, mais quoi? Tu voudrais être ça comme voiture? Mais ce serait assez drôle, en fait, je pense. Donc, si jamais, si vous avez le temps, n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour nous dire un petit peu ce que vous seriez comme véhicule. Ce sera sans doute pas pour créer votre image de marque. Je pense que c'est plus pour le fun et que Pascal et moi, on lise ça et on vous répond derrière. Écoute, moi, j'ai une dernière question. J'adore les bouquins. Je lis beaucoup de bouquins je vais en partager un. Je vais pas partager un bouquin, mais je vais partager des bouquins, un sujet de bouquin qui est intéressant, je pense, pour l'image de marque. Mais j'aurais aimé aussi savoir, toi, quels étaient les bouquins que tu conseillerais pour peut-être pas développer son image de marque, parce que je pense pas qu'un bouquin va nous donner le step by step, etc., un tutoriel, je pense que ça se fait pas comme ça, c'est clair. Mais peut-être nous inspirer et tout ça. Moi, j'ai bien aimé. J'ai lu beaucoup de bouquins sur Amazon. On aime ou on n'aime pas Amazon, hein. La question elle est pas forcément de savoir si on aime ou pas la marque, mais de Amazon, c'est incroyable la culture qu'ils ont développée. Si tu respectes pas la culture, tu prends des coups de fouet, quoi, chez Amazon. C'est un truc de fou. Et ça se voit justement moi j'ai lu beaucoup de bouquins sur Amazon, je suis encore en train d'en lire un là en ce moment, si tu respectes pas les règles, en fait, t'arrives, tu proposes quelque chose, ou tu fais quelque chose, tout de suite, on te pose la question, ok, est-ce que ça respecte cette condition-là? Est-ce que ça respecte ça? Est-ce que ça respecte ça? Et tout ça, c'est la culture, en fait. Il y a un exemple que j'ai adoré, je sais plus dans quel livre je l'ai lu. J'ai dû lire 5 ou 6 livres sur Amazon. Et en fait, c'est Jeff Bezos qui arrive en réunion, et puis qui dit, comment ça se passe au niveau du service après-vente, etc. Et puis le directeur du service après-vente dit ça se passe très bien, on est très bien, etc. Et puis t'as Jeff Bezos qui prend le téléphone, qui appelle le service après-vente, puis qui attend. Et il se passe plus rien dans la salle de réunion, tu vois. Et il attend pendant... La violence. Il attend pendant 9 minutes. Il met le haut-parleur, t'as la musique d'attente et tout. Il attend pendant 9 minutes. Et puis là, ça décroche. Puis, et puis t'as Jeff Bezos qui fait non, c'était pour savoir. Hop, il raccroche. Et il s'en va de la réunion. Mais tu vois, en fait, c'est... la valeur la plus forte d'Amazon, c'est customer centric, donc c'est centré sur le client énormément, tu vois. Et là, il a dit voilà, il a même rien dit en fait. Il a juste montré du doigt
tu reprends ta copie, tu vas travailler, quoi. Tu vois. Exact. Et c'est extrêmement... quand tu lis pas mal de bouquins sur Amazon, tu le vois, ça ressort dans tout. Est-ce que c'est leur succès? J'en sais rien, mais en tout cas, ouais, c'est très puissant, quoi. Je sais pas si toi, du coup, c'était un peu long, la question. Mais alors, il y a des bouquins. C'est assez difficile de donner un bouquin sur la marque si c'est pas un bouquin, par exemple, qui va t'expliquer comment créer ta marque, tu vois, parce que la discipline du branding est une discipline qui est extrêmement pluridisciplinaire. Tu vas aller chercher dans le marketing, tu vas aller chercher dans le copywriting, dans le design, dans la sociologie, dans l'histoire. Et en fait, tous ces éléments-là font aujourd'hui le contexte dans lequel nous vivons et dans lequel nous devons agir. Et sur lequel, plus on sait prendre un nombre de variables grand, plus on peut espérer être touché du doigt quelque chose qui va fonctionner. Donc c'est très très délicat de te sortir comme ça un livre. Laisse-moi juste le temps de le revoir. Je sais pas où il est. Vas-y. Bon, je sais plus où il est, c'est pas très grave. Mais le premier livre qui me fait bien kiffer et puis qui fait plus le pont entre marketing et puis branding, c'est un livre de Seth Godin, celui qui a fait La Vache Pourpre. Alors, La Vache Pourpre est très très cool. Et il a réédité son livre qui s'appelait à l'époque All Marketers are Liars. Tous les marketeurs sont des menteurs. Pour rééditer le livre, chose qui est extrêmement rare dans le monde du bouquin. Quand un bouquin ne fonctionne pas, on ne donne pas trop la possibilité de rééditer. Mais là, on lui a donné la possibilité de rééditer pour dire que tous les marketeurs sont des gens qui racontent des histoires. Et c'est tout ce que vous achetez, ce sont des histoires que vous vous racontez. Tout ce que vous recommandez à des gens, ce sont des histoires que vous recommandez. Tout ce que vous vivez dans votre vie, en fait, peut être raconté par le biais d'une histoire. Et c'est extrêmement intéressant de voir, en fait, comment le marketing fonctionne et puis comment... c'est vraiment un livre très, très intéressant qui explique la notion de perception du monde que peut avoir votre consommateur et puis de comment est-ce que vous pourriez profiter ou en tout cas utiliser ça de telle sorte à connecter mieux avec vos clients. Et dans la même veine, mais un peu plus poussé, puis un peu plus poussé, il y a Rob Walker avec son livre qui s'appelle Buying In. Okay. C'est le dialogue secret entre ce que nous achetons et qui nous sommes. Donc on est en plein là dans cette notion de confirmation d'identité. Ce sont deux bouquins qui posent d'excellentes bases sur les réflexions qu'on a quand on veut créer une marque pour un client. En fait. Ok, excellent. Excellent. Je mettrai les liens dans la description du podcast pour aller... Il y a peut-être en français, je sais pas. Je pense que Seth Godin a été traduit, pas sûr, mais je sais que La Vache Pourpre de Seth Godin a été traduite pour sûr. Mais ce nouveau livre, je sais pas. Ouais, je verrai si je le trouve en français. Après, pour le coup, malheureusement... si on veut faire du marketing, il faut quand même, je pense, un petit peu se mettre à l'anglais parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Et puis en plus, en français, on récupère que les trucs qui ont 2-3 ans, ce qui est dommage en marketing. Ouais. Donc bon, voilà. Je mettrai, s'il est en français, je le mettrai. Et s'il est en anglais, il faudra se faire un peu violence. Mais voilà. Ok, écoute, Pascal, je pense qu'on a fait un super tour d'horizon. On a apporté énormément de valeur sur plein de choses. Enfin, moi, j'ai 3 pages complètes de notes que je vais reprendre. Je me suis noté des trucs tout bêtes. Par exemple, aller voir la police Popine, parce que ça me plaît bien d'aller voir ça. Tu vois, je me suis noté plein de trucs. J'espère que les auditeurs auront noté plein de choses. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour travailler avec toi, pour écouter tes conseils, etc. La seule invitation que j'ai envie de vous faire, c'est que je possède aussi un podcast qui s'appelle À vos marques. Donc, vous pouvez me trouver, un peu partout, principalement sur Spotify. Si vous mettez Pascal Stéphanie à vos marques, vous tomberez dessus. Ce sera l'un des meilleurs moyens pour connecter avec moi. Et je vous dis ça parce qu'au moment où on enregistre cet épisode avec toi, Olivier, on est en train de refondre notre site internet et de revoir en fait toute notre communication et notre positionnement. Ce qui fait que j'ai pas d'endroit où vous amener pour dire passez tel et tel quiz ou quoi que ce soit. On est en train de préparer un quiz sur les archétypes de marque, qui est un outil qu'on utilise et que j'adore. Enfin, c'est un truc trop puissant. Tu l'as même testé, toi, c'était assez fou. Et en gros, les archétypes de marque, c'est la fondation sur laquelle nous, on travaille quand on fait l'ADN avec d'un client. Et on va bientôt préparer un quiz
qu'on mettra sur les prochains épisodes. Comme ça, vous pourrez aller tester le quiz et puis trouver l'archétype de marque qui colle le mieux à votre business. En attendant, voilà, une petite écoute, un petit like sur notre podcast qui s'appelle À vos marques. Ça me fera extrêmement plaisir. Et puis sinon, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Pascal Stéphanie. C'est pas trop compliqué. Ça marche. Écoute, je mettrai le lien vers le podcast dans la description du podcast, de mon podcast. Yes. Ok, c'est cool. Bah écoute, merci Pascal. Et puis, je te dis à très très vite pour un prochain interview sur un autre sujet que tu maîtrises. Écoute, merci à toi Olivier pour l'invitation et pour le temps qu'on a passé. C'était absolument génial. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée à tous. Ciao. Bye. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu autant que ça m'a plu de discuter avec Pascal. Tu vas retrouver dans la description de cet épisode tous les liens dont on a parlé avec Pascal. Tu vas aussi retrouver un lien pour t'inscrire à la Black Box si ça t'intéresse. La Black Box, c'est tout simplement le coffre au trésor des e-commerçants. Dedans, je mets toutes les infos qui sont utiles pour développer un e-commerce. Je te partage des offres qui sont exclusives que tu ne peux avoir que si tu fais partie de la Black Box. Je t'invite à des événements. Encore une fois, tu ne peux être invité à ces événements que si tu fais partie de la Black Box. Bref, c'est l'endroit où tu dois être si tu veux améliorer ton site e-commerce. C'est là que je partage toutes les infos croustillantes et les offres et les événements qui vont te permettre de développer ton e-commerce. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.